Euh, Merci Sinizar pour cette présentation, c'était extraordinaire. Alors on remercie les DSI de nous accueillir aujourd'hui. C'est un kick-off des panels de la 8e édition du forum. On parle aujourd'hui de transformation d'entreprise et les DSI, vous êtes au cœur de cette transformation d'entreprise. Je remercie les organisateurs d'abord pour la composition de ce panel, même si là ça nous manque un petit peu une femme. J'espère que peut-être elle peut nous rejoindre après, Madame Akrami. On a essayé un petit peu d'équilibrer un petit peu. Je peux vous dire d'abord que les CEOs femmes qui sont là, qui sont représentées, sont hautement qualifiées, avec des qualités humaines très extraordinaires. Alors, le panel est équilibré aussi en termes de secteur. Nous avons la technologie, on avons les banques, l'industrie, ça au niveau de la Tunisie, mais aussi on a un député allemand, mais il est d'origine de chez nous, Nagadef. Et puis aussi un cher invité d'un très beau pays qui est la Mauritanie. Merci beaucoup d'être là. Et d'ailleurs, je remercie les DSI parce que je viens de rencontrer l'ancien gouverneur de la Banque centrale de la Mauritanie. Il est dans la salle, il est là. Et ça, c'est une très bonne occasion. Merci beaucoup. Nous parlerons donc de transformation, de ces différents aspects, mais aussi de retour d'expérience de chacun dans son domaine. Notre panel, c'est d'1 heure. Ça va être un challenge parce que les DSI sont très regardants par rapport au temps. Et on ouvre après le débat à la fin de la session pour des Q&A pour la salle. On commence tout de suite. On parle, comme j'ai dit, de transformation. Ma première question pour Simah Joublanger. Vous êtes là, on est des CEO, il y a des DG, il y a des BDG. Alors, comment on peut vraiment créer un environnement de transformation au sein de son entreprise? Vous représentez Paulina, cette grosse machine, cette grosse institution qui est devenue Paulina. Est-ce un sujet qui doit être vraiment porté par la direction générale? Je vous donne le micro. Merci de m'avoir invité à participer à cet événement. Donc, en effet, pour une des conditions pour la réussite de la transformation digitale, c'est l'engagement de la direction et ça doit venir d'en haut, comme on dit. Donc, ceci nous donnera un support, que ce soit parce qu'une transformation digitale nécessite des moyens humains et financiers, bien évidemment. Et c'était comme discuté tout à l'heure, Monsieur le ministre, donc Sinizar, donc il y a un état d'esprit qui doit être présent afin de pouvoir réussir cette transformation. Il ne s'agit pas d'un projet purement technologique. Donc il y a l'aspect humain qui est très important. Et ceci, donc l'engagement de la direction, je pense que c'est un must pour pouvoir réussir ce genre de projet. Très bien, merci beaucoup. Madame Bouaziz, vous représentez le secteur bancaire. Le secteur bancaire, il est très important pour le développement un petit peu de l'économie. Ce secteur, le secteur d'éthique, qui présente aussi une opportunité pour l'économie tunisienne. Comment les banques peuvent vraiment accompagner ce secteur dans sa transformation? Merci à tout le bureau de la DSI qui m'a offert cette occasion de participer à ce forum ô combien important, aussi bien dans le domaine pour les CIO, mais également à l'échelle du pays, parce que ça permet non seulement à des participants tunisiens locaux, mais également à des participants internationaux. Allah yarham si Abdouheb Ben Ayed, qui était en fait à l'origine de ce forum de la DSI, excusez ma longue introduction, qui s'impose compte tenu des apports de ce forum pour la communauté. Et donc par rapport à la question relative à ce que font les banques pour le développement du domaine de la TIC, les banques ainsi que la Banque centrale tunisienne
et grâce au développement de la régulation qui est portée par, non seulement par les intervenants dans le domaine de la TIC, mais également grâce à la Banque centrale tunisienne que nous sommes en train de bien évoluer ces derniers temps. Bien sûr, les banques sont là pour encourager non seulement les intervenants dans ce domaine-là en les finançant, parce que les banques sont connues par leur premier rôle, c'est le financement, mais les banques aujourd'hui sont en train de se transformer elles aussi. Oui. Elles sont en train de se transformer et ça s'impose aux banques pour pouvoir survivre. Absolument. Et donc, elles se transforment grâce aux intervenants dans le domaine de la TIC. Donc, elles se transforment grâce à eux, mais elle intervient également à les aider à évoluer et à avoir leur place non seulement en Tunisie, mais également à l'échelle internationale. Donc aujourd'hui, peut-être que la Tunisie, elle sert comme le premier terrain de développement de ces boîtes qui sont spécialisées dans ces domaines-là. Et ça permet, puisque on parle de transformation, on parle d'amélioration continue. Donc, on parle de versionning, on parle de l'agilité. Oui. Et donc, tout ça permet à ces boîtes et à ces startups, disons, fintech et sociétés informatiques d'évoluer à l'échelle de la Tunisie. Mais également, on leur donne l'occasion et on les met en relief pour qu'ils aient leur place à l'échelle internationale. Et là, je peux citer l'exemple de notre banque qui est l'UIB. Elle est filiale du groupe Société Générale. Donc nous avons pas mal d'intervenants dans le domaine qui, après avoir traité avec l'UIB et travaillé avec les collaborateurs de l'UIB en étroite collaboration pour développer à l'UIB les briques digitales, par exemple, et j'en vois quelques-uns ici à la salle, et ils exposent également. Donc, après avoir fait leurs preuves au niveau de l'UIB, ça leur a permis d'avoir une place au niveau d'autres filiales, surtout en Afrique, oui. Au niveau de filiales du groupe Société Générale. D'accord, très bien. Excellent. En fait, on va revenir un petit peu aussi à quelques exemples des sociétés respectives, un petit peu comment vous avez fait un petit peu cette transformation au sein de cette entreprise-là. Et c'est important l'exemple de l'UIB de s'exporter un petit peu. Je reviens à M. Diaby. On a parlé un petit peu là avec le secteur privé. Vous représentez, vous êtes un officiel, vous êtes un député allemand. Justement, cette transformation d'entreprise est-elle un souci vraiment que du secteur privé ou doit-elle vraiment être une stratégie d'État ? Oui, donc permettez-moi d'abord de dire merci pour cette invitation à la DSI et aussi au nom de ma délégation que j'ai accompagnée ici à travers notre association EMA, donc ça veut dire l'Europe Méditerranée, arabe, des associations, en fait des pays qui concernent donc l'Afrique du Nord de manière générale. Donc l'association s'engage ici et j'ai l'honneur d'accompagner cette délégation composée d'investisseurs et des experts allemands qui sont là. Donc d'abord tout ça. Bon, la première question que vous avez posée, donc je pense que sur ce domaine, ce qui est très très important, c'est de dire que les actions qui sont à faire, ce sont des actions qui doivent être un peu globales. Donc nous, au niveau du gouvernement allemand, dans la nouvelle coopération de coalition comme nous l'appelons, nous avons donc remarqué, donc c'était en 2021,
on a remarqué que nous avons besoin vraiment de nouveaux départs, on appelle nouveau départ numérique, nouveau départ digital. Bon, l'Allemagne en tant qu'un pays industrialisé, un des plus grands pays industrialisés du monde, qui remarque qu'il a besoin de nouveaux départs. Donc ça veut dire que nous avons reconnu les défis qui sont à lever. Monsieur le ministre a parlé évoqué beaucoup de points. Et de notre côté, c'est ça en fait le résultat de ce contrat que nous avons formulé pour les 4 prochaines années. Donc il s'agit là de reconnaître que nous avons beaucoup de défis à lever. La première est de voir sur le plan de l'administration, est-ce que nos administrations fonctionnent vraiment comme une administration du 21e siècle. Quand on remarque qu'après lors de la pandémie, même en Allemagne, nous avons senti que vraiment, sur le plan de la digitalisation, on a beaucoup de choses à faire. Et les communications entre les services de santé n'ont pas bien marché. Pour faire les tests, pour faire les vaccins, on a vu que vraiment, il n'y a pas de communication. Dans les écoles qui ont été, la formation a été interrompue parce que les élèves n'avaient pas accès à des infrastructures digitales. Donc tout ça, ça veut dire que nous avons reconnu ce défi et maintenant le plan que nous avons établi, c'est que premièrement, il faut qu'on ait un budget digital. La deuxième, c'est qu'il faut que toutes les lois que nous faisons, nous allons les mettre sous contrôle digital, donc digital check comme on dit ça en allemand. Donc ça, c'est vraiment c'est un résultat que nous avons reconnu au niveau de l'Allemagne. Et la dernière chose que je veux dire, nous appliquons ça aussi dans notre politique de la coopération internationale et le développement. Je suis donc dans cette commission et aussi dans la commission pour les affaires étrangères. Donc l'association que je viens de nommer, EMA, et d'autres associations qui interviennent ici en Tunisie en coopération avec les partenaires tunisiens, donc travaillent dans le domaine de la coopération internationale. Donc ce que nous disons, c'est que les HTC que nous avons, donc je prends seulement quelques exemples sur le plan de la formation, sur le plan de la santé, sur le plan de l'accès à l'eau propre. Tout ça, ce sont des projets avec lesquels nous intervenons dans les pays avec nos partenaires gagnant-gagnant. Donc sur ce plan-là, il est très important pour nous de voir comment est-ce que les choses se passent dans ces pays, comment sont les structures, comment fonctionne l'administration. Donc c'est la deuxième fois que moi je viens ici en Tunisie et j'ai remarqué, monsieur le ministre l'a dit aussi, voilà, il y a beaucoup de potentiel. Cet potentiel, il faut les utiliser. Il faut créer les conditions pour utiliser ça aussi bien sur le plan du public que sur le plan du privé. Donc tous ces deux aspects-là sont importants pour moi. Excellent. On parle de stratégie d'État et justement avec la Mauritanie, a mené un projet de connectivité nationale qui s'appelle le WORSIP. On a fait bien dans nos recherches, M. Saleh. Vous étiez en charge de ce projet-là. C'est quoi son objectif et comment vous l'avez mené? Merci. Donc, en fait, c'est un peu la continuité ça se fait bien son enchaînement parce que vous disiez tout à l'heure que est-ce que les entreprises doivent répondre toutes seules ou non? Oui. Exactement non, parce qu'en fait, l'entreprise répond, c'est vrai? On peut le micro. C'est bon? Bon, ça ne marche pas non plus. Non, c'est bon, c'est bon. Juste lever un petit peu le voix. Ok, donc le problème donc est en moi. Non, il n'y a pas de souci. Donc je disais que tant mieux, je pense que les questions s'enchaînent très bien parce qu'en fait, ce projet vient effectivement dans la suite de la question que vous venez de poser, c'est-à-dire que les entreprises ne peuvent pas répondre à toute la problématique. C'est vrai qu'on croit beaucoup à l'initiative privée, c'est vrai que l'objectif c'est d'avoir un environnement favorable qui permet l'initiative et qui permet de générer de la créativité, de l'innovation et de développer des richesses. Oui. Mais il y a des problèmes globaux. Par exemple, la connectivité est un enjeu global. On ne peut pas demander aux entreprises d'être performantes et d'innover si on ne met pas les conditions, si elles ne peuvent pas accéder dans des conditions vraiment adéquates à une bonne connectivité. Donc, le projet WORSIP, donc de façon très résumée pour ne pas faire très long, l'objectif était de discuter avec les opérateurs, discuter avec les utilisateurs aussi pour déjà faire quelque chose qui répond aux besoins les plus urgents de tout ce monde-là et aussi de mettre un backbone tout en ayant comme objectif d'arriver à une gestion privée.
ne pas alourdir l'État par une gestion publique des infrastructures, et c'est ce qui a été mis en place. L'objectif global du projet que vous demandez, l'objectif global, c'est d'élargir l'accès au très haut débit dans le pays et développer les usages, parce qu'il ne suffit pas de mettre en place du haut débit, mais il faut que les usages se développent et mettre en place une gestion privée, ou en tout cas très compétitive des infrastructures. C'est ce que nous avons mis en place. Donc en termes d'impact, l'impact recherché qui a été plus ou moins atteint, c'est une réduction des coûts, une augmentation de la qualité des débits, etc., etc. Et donc répondre globalement à des enjeux globaux sans lesquels l'entreprise ne peut pas travailler. On parlait ce matin des enjeux. Les enjeux, c'est la cybersécurité, c'est comment les gens vont être prêts pour utiliser l'intelligence artificielle. Ça, c'est des choses que l'État doit mettre en place. Il faut former les gens, il faut accompagner les gens, etc., etc. Absolument, très très bien. Monsieur Langre, je parlais un petit peu de Pauline qui est devenue une institution, c'est une success story, il y a une efficacité, il y a une mécanique qui s'est enchaînée. Cette transformation peut-elle devenir vraiment une culture d'entreprise ou doit-elle être vraiment la culture d'entreprise? Bon, le cas de Pauline, c'est un cas particulier. Je pense que les Tunisiens connaissent. C'est un système d'information. Moi, j'ai embarqué. Il était déjà là. D'accord. Et on continue. Peut-être c'est bien de le rappeler à chaque fois. C'est important parce que c'est vraiment. Oui. Donc Pauline a commencé depuis les années 80 à développer son système d'information, ce qui fait que les enjeux avec les DSI maintenant, c'est plutôt des projets de migration, parfois d'une version à une autre. On a d'autres enjeux. Donc la culture d'utilisation, disons que nous sommes chanceux parce qu'on travaille dans une société où la culture du digital était là. Je pense qu'en début des années 2000, Pauline a adopté une politique zéro papier. Donc, déjà en 2000. Déjà en 2000. Je me rappelle, moi, je travaillais avec Sinas en tant qu'expert à DataAction. Et j'avais, juste pour l'anecdote, imprimé un mail donc, pour discuter d'un dossier. Et j'ai embarqué dans une réunion, tout le monde me regardait. Moi, je venais du Canada, donc ils trouvaient ça bizarre. Parce que moi, je lui ai dit, j'ai imprimé le mail. Voilà. Donc c'est interdit. Il y a une procédure qui interdit l'impression de mail. Je ne le savais pas. Je venais du monde extérieur. C'est que Chaoui se rappelle de cela, je suis sûr. Donc c'est pour vous dire que instaurer une culture digitale, c'est pas évident. Oui. Donc déjà, parce que comme vous savez, les difficultés, c'est déjà de bien définir le besoin pour développer des systèmes qui répondent aux utilisateurs. Après, travailler sur, on peut développer un système, mais l'enjeu aussi de faire embarquer les utilisateurs pour utiliser le système développé. Absolument. Et je pense que ça, c'est un challenge très particulier. Donc on peut l'observer parfois juste dans un changement d'interface graphique ou si la formation ne fonctionne pas. Donc c'est des projets qui sont assez lourds et où ça requiert beaucoup de patience. Et ça doit encore une fois rejoindre la première question, si ça n'émane pas d'en haut, donc s'il n'y a pas l'engagement de la direction, ceci est un frein particulier pour pouvoir instaurer cette culture. Je pense que nous sommes digitalisés aujourd'hui de bout en bout, donc nous on donne beaucoup d'importance pour l'informatique. Tous les processus, une fois touchés, sont presque digitalisés. Bon, après il y a un environnement, l'interconnectivité avec les autres services, on attend l'évolution de l'administration. La signature électronique est un vrai challenge pour nous, donc l'adoption de ce système va peut-être qu'il sera transformé, donc la certification, tout ça. Oui. La cybersécurité, c'est un enjeu parce que lorsqu'on dépend d'un système d'information, on calcule nos indisponibilités à l'heure et parfois aux minutes. Donc on a des systèmes qui sont très importants, si on les perd, qui nous font gagner beaucoup d'argent. Il y a aussi une culture, lorsqu'on digitalise, il y a cet aspect de résistance où on a l'impression qu'on va tuer des emplois, sauf que c'est pas nécessairement et c'est pas du tout l'objectif de la digitalisation. Aujourd'hui, on parle de management augmenté, on parle de doter nos managers d'outils qui vont leur permettre d'accéder à une information exacte afin de pouvoir agir à temps. Comme l'industrie 4.0, donc cette notion de temps réel avec les enjeux économiques actuels, ça devient de plus en plus critique pour pouvoir prendre les décisions à temps.
Je ne veux pas être long. Donc, non, mais c'est important ce que vous dites, absolument. Mais cette transformation digitale, je pense que ce n'est pas une option. Hein. Aujourd'hui, c'est une obligation. De toute façon, ce qu'on a observé, par contre, c'est que nos jeunes, ceux qu'on embauche, entre autres, il y a un phénomène, c'est qu'ils peuvent ne pas être satisfaits même avec une interface graphique. Parfois, on fait des transformations pour aussi se doter des outils nécessaires afin d'attrayer ces jeunes-là pour les garder dans l'environnement. L'environnement, il y a le bureau, le salaire et tout, mais aussi il y a une exigence sur les outils de travail. Absolument. Donc, les jeunes qui sortent de l'université, c'est des jeunes aujourd'hui qui sont habitués aux réseaux sociaux, qui sont habitués, donc ils ne quittent pas leur téléphone. Donc s'ils ne trouvent pas, j'imagine pas, un comptable aujourd'hui qui n'a pas un ERP, qui va passer ses transactions sur un journal qu'il va vérifier après ou qui va éditer un bon de commande donc, manuel. Donc ça n'existe plus. C'est la même chose. Donc ils deviennent de plus en plus exigeants. Donc même pour les jeunes, lorsqu'ils font le choix, ils posent des outils à l'entretien par rapport à notre niveau de digitalisation, par rapport aux outils qu'ils vont utiliser, donc informaticien ou pas. Hein. Donc un marketeur, il va nous poser la question, un commercial, il va poser la question par rapport au CRM, lequel qu'on utilise, comment il va faire valoir son travail, donc comment il va rendre compte, entre autres, à ses supérieurs. Donc c'est un projet de transformation digitale, c'est un très grand projet. Nous, on est en continu, hein, donc on continue parce qu'il y a la mise en place d'un projet et après il y a son amélioration continue, sa maintenance, sa gestion, sa correction. Donc il faut être à l'écoute de ces utilisateurs-là pour pouvoir s'améliorer et s'adapter, disons s'aligner aux objectifs globaux. Magnifique, c'est très bien, excellent. Dans la même lignée, on a une dame qui a vu un petit peu l'évolution de son institution bancaire. Elle a participé aussi à l'évolution et à la transformation digitale de son institution bancaire parce qu'elle est passée par toutes les étapes de cette transformation-là. Elle a poussé les portes pour que ça se transforme et le secteur bancaire aussi important pour cette économie-là. Madame Bouaziz, vous dirigez maintenant cette banque, vous êtes la DG de l'AUB, mais comme je dis, vous avez passé par toutes les étapes. Vous avez aussi participé à la transformation digitale. Et quels sont les enjeux de l'innovation dans le secteur bancaire et quels sont les avantages vraiment de la digitalisation bancaire en faisant référence à l'exemple de l'AUB, bien évidemment. D'accord. Donc, je rejoins les propos qui viennent d'être prononcés par un représentant de Pauline qui a été parmi les boîtes les plus innovantes dans le domaine de la digitalisation. Pour l'UIB, je reviens également, il y a un terme qui a été utilisé par Sinizar Yahish et qui est très important parce qu'il y a des situations qui sont vécues et qui poussent, c'est le besoin qui se crée et qui pousse et qui nous a poussé à se transformer. Donc, on a commencé par l'upgrade de notre core banking system qui s'impose, étant donné que la nouvelle version, elle nous offre des opportunités en matière de développement technologique de la banque. Et on a mis en place une stratégie digitale. Et cette stratégie digitale, on a réussi à l'imposer. Donc il faut oser. Absolument. Il faut oser, il faut persévérer et il faut que la transformation soit portée par les ressources humaines parce que c'est grâce à eux et avec eux qu'on va pouvoir non seulement transformer, mais continuer à faire évoluer l'environnement dans lequel on est en train de progresser et pour pouvoir également avoir notre place au niveau de l'écosystème. Donc les ressources humaines, il y a une certaine réticence de la part de ces ressources et ça fait partie
des sujets qui ont été pris en considération au niveau de la stratégie digitale. Et donc pour l'UIB, on a maintenant réussi à mettre en place les briques digitales. Et ces briques digitales vont nous permettre de poursuivre notre évolution parce qu'ils vont nous faciliter la tâche, étant donné que la dématérialisation, zéro papier, la mise en place d'une gestion électronique des documents, la mise en place de la signature électronique au niveau de la banque pour pouvoir traiter des use cases en utilisant la signature électronique. On évite le déplacement du client. La mise en place également de workflows APIisés qui permettent d'optimiser les processus. On ne peut pas parler de digitalisation sans parler d'optimisation de processus et de transformation du quotidien du collaborateur, mais surtout du client. Parce qu'en transformant le quotidien du collaborateur, on l'aide à évoluer pour s'occuper de tâches à plus forte valeur ajoutée. Et donc, par rapport à ça, il faut que la RH, elle accompagne la DSI et elle accompagne tous les autres métiers pour créer de nouveaux métiers au niveau de la banque. Et donc, pour créer les nouveaux métiers, orientés plutôt vers le conseil, vers des choses que la machine ne peut pas pour le moment faire, est très important et ça permet aux collaborateurs d'être beaucoup plus convaincus par cette transformation en leur offrant la possibilité de se former sur de nouveaux domaines pour pouvoir avoir donc une valeur plus importante au niveau de cette chaîne-là. Donc, en fait, la transformation digitale, c'est quelque chose qui se traite à plusieurs niveaux au sein de la banque et elle nécessite un accompagnement sur le plan psychologique également, aussi bien du collaborateur, mais également du client, pour leur apprendre de nouvelles méthodes afin de pouvoir mieux vivre leur quotidien. Par exemple, aujourd'hui, la banque a réussi, à travers la mise en place de toutes ces briques digitales, et ça, on l'a fait en étroite collaboration avec des sociétés, des fintechs tunisiennes. Essentiellement, on a beaucoup encouragé au niveau de l'UIB et on est fiers d'avoir encouragé les Tunisiens à évoluer avec la banque et on leur a permis d'avoir leur place à l'échelle internationale. Donc, nous avons réussi grâce à cette digitalisation qui n'a pas duré longtemps, mais on n'a pas fini. Il faut savoir qu'il faut continuer, parce que l'ex-ministre des Finances, il avait parlé de beaucoup de réalisations, mais ma question, est-ce qu'on est en train aujourd'hui de continuer le développement de ce qui a été fait ou pas? Oui. C'est la grande question. Et donc, par rapport à l'UIB, c'est une évolution continue, c'est une amélioration continue. Donc, nous avons mis en place, et moi j'étais fière le vendredi dernier lorsque j'ai assisté à une démonstration qui, sur la mise en place du crédit à 100% digital. Et donc j'invite tous les Tunisiens à voir... expérimenter ça. Expérimenter ça. Donc le Tunisien aujourd'hui, le client, il réussit à avoir son crédit sans aucun déplacement, ni à la banque, ni à l'administration pour faire l'enregistrement de son contrat de crédit. Donc chez lui, il peut obtenir son crédit avec la signature électronique et 100% digital. Et donc ça, c'est une fierté pour, non seulement pour notre banque, l'UIB, mais c'est une fierté pour le groupe Société Générale, parce que
tout le monde aujourd'hui parle de digital. Il faut faire très attention. Oui. Le terme digital, on est en train de le placer partout. Balancer partout. Il faut s'assurer s'il s'agit du 100% digital ou bien s'il s'agit du digital tactique. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont derrière pour faire le traitement. Oui. Donc par rapport à ça, il faut faire très attention à ce terme-là et de ne l'utiliser que là où il faut. Donc quand on dit que nous avons un processus 100% digital, ça veut dire que derrière, il y a eu des prérequis et ces prérequis concernent également les processus. On a optimisé les processus, on a enlevé tout ce qui est redondance au niveau des processus pour rendre le processus 100% lean, en utilisant bien sûr les méthodologies Lean, Six Sigma, etc. Et on a fait une autre action très importante, et on a commencé à faire ça depuis plusieurs années, avant même de commencer la transformation proprement dite, en rédigeant la stratégie digitale, et on a pensé à changer les comportements. Comment changer les comportements? Accepter à ne pas partir sur une solution qui permet de répondre à tous les besoins d'un seul coup. Parce qu'on a constaté, selon un retour expérience, que cela crée l'effet tunnel. Oui. Et l'effet tunnel ne nous permet pas d'évoluer et de faire évoluer les solutions avec les mindsets. Donc on a beaucoup investi sur l'approche agile, en recourant à un cabinet tunisien, enfin tuniso, je pense, c'est une représentation tunisienne en tout cas, et on a commencé par former les collaborateurs sur cette approche-là, approche agile, qui permet de partir sur un minimum ça permet de répondre au minimum des besoins et ça permet également de revoir en continu en s'adaptant avec le besoin du client et le besoin du collaborateur. Et donc, il y a un phénomène très important auquel je pense peut-être votre batterie doivent accorder de l'importance, c'est lancer la transformation et l'accompagnement du collaborateur pour l'aider à faire évoluer son mindset. Très bien, merci beaucoup Madame Azé pour ce témoignage, c'est important les enjeux pour le secteur bancaire. Si on peut juste peut-être changer le micro parce que je pense que c'est un problème de batterie peut-être, oui, s'il vous plaît. Merci. Une seconde, s'il vous plaît, pendant qu'on essaie de changer le micro, juste un petit rappel, un lien pour application virtuelle a été envoyé à chaque délégué pour la traduction de l'anglais au français. Je vous remercie. Très bien. Donc il y a une traduction dans la salle, utilisez le link. Monsieur Diaby, je reviens vers vous, on a parlé un petit peu plus ou moins de ces testimonials par rapport à ce qui se passe au sein de l'entreprise. Si on parle un petit peu à l'échelle macroéconomique et l'Allemagne et cette puissance économique européenne, comment elle vit cette transformation en ces temps de crise? On est passé par le Covid, il y a une crise énergétique. Quelles sont les mesures prises par l'Allemagne en ce moment pour justement s'adapter à toutes ces transformations? Oui, comme je le disais au début, donc, cette transformation, elle touche tous les domaines. Donc, Madame a vraiment abordé un point à la fin qui est très important, donc la question de mentalité. Donc, il s'agit vraiment que, sur le plan mental, que nous soyons tous bien préparés, à savoir que les choses ne peuvent plus se passer comme on le faisait il y a 10 ans, concernant le crédit, ce que vous venez de dire. Donc, la politique est appelée à tout faire pour que les populations soient bien préparées sur ce plan-là. Et le premier pas, c'est la sécurité. Donc, si je me mets dans ma chambre à travailler et j'essaie de remplir les formulaires et que j'envoie par email, donc je dois être très sûr
que ça n'aboutit pas à un autre coin. Donc, quelqu'un qui peut abuser de ça. Donc, nous parlons de cybersicherheit. En allemand, on dit cybersicherheit, donc la sécurité du cyber. Donc, ça, c'est important. Donc, nous avons essayé d'investir dans ce domaine-là. Nous ne sommes pas à bout, mais quand même, on a commencé à investir dans ce domaine-là qui est la sécurité. S'il y a la sécurité, la population, les personnes sont déjà sûres que tout ce qu'ils font dans le site, c'est sûr, parce que concernant les crédits, tu donnes des données sur ta personne, des choses qui sont vraiment très très importantes. Si je sais que la banque est tellement bien préparée que tout ce que je fais dans ce domaine-là, toutes mes activités sont assurées, donc je peux le faire. Si je ne le sais pas, si je ne suis pas sûr, si je n'ai pas comment on appelle, accession à Internet qui est assurée sur le plan de l'infrastructure et que ça se coupe très souvent, donc alors je me dis alors est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est derrière tout ça et qui essaie de voir et pour s'approprier des médailles. Donc ça, ce sont des aspects qui sont importants. Et la deuxième vraiment, c'est il faut que nous soyons bien préparés sur le plan d'aborder toutes ces données et de traiter ces données, et aussi dans les écoles surtout. Nous avons remarqué, même en Allemagne, au moment de la pandémie, qu'il y a des enseignants qui ne sont pas en mesure de travailler avec les enfants avec des méthodes, avec leur iPad et avec leur iPhone. Ils ne sont pas capables de le faire. Donc il faut commencer au début, que les enseignants soient, d'une part, qu'ils soient sûrs que tout ce qu'ils font sur place, qu'il est possible sur le plan de l'infrastructure de donner les connaissances aux enfants, de donner les connaissances aux jeunes. Quand ces enfants vont à la maison, que les parents soient sûrs que tout ce que mes enfants ont appris aujourd'hui, je suis très sûr qu'ils vont appliquer. Bref, donc ce que je voudrais dire, c'est que l'un des pas qui est à atteindre d'abord, c'est la préparation des citoyens, que toute personne soit sûre qu'il peut avoir accès, et que cet accès-là est sur le plan politique que nous essayons de remplir les conditions que les citoyens aient accès à ça et qu'ils aient la sécurité, et que, en fait, sur le plan de la formation, que l'infrastructure soit là, que tout le monde ait accès à ça, aussi bien dans les villes que dans la campagne. Parce que si quelqu'un qui est en campagne, il veut faire le crédit, bon, il doit être sûr qu'il peut le faire sans se déplacer. Bon, tout ça, ce sont des conditions à faire. Donc je voudrais dire que les défis sont très grands, pas seulement en Tunisie, pas seulement en Afrique, mais aussi dans les pays européens, dans les pays industrialisés. Très bien, merci beaucoup. Je rappelle juste que à la fin de la session, on va ouvrir les Q&A, questions-réponses. Donc préparez vos questions à nos panélistes dans quelques temps. Monsieur Salihi, on parlait un petit peu du projet WARCIP, et je suppose aussi que c'est un projet en continuelle évolution. Quel est l'impact de ce projet-là sur l'économie en Mauritanie et sur le secteur privé, justement? Comment il a pu un petit peu développer ou aider un petit peu le secteur privé? Ça marche? Yes, ça marche. Merci. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'impact principal, c'est de réduire les coûts de communication et permettre un meilleur haut débit partout, donc permettre un déploiement plus rapide de la 4G, aider les opérateurs à mettre en place le réseau qu'ils voulaient mettre beaucoup plus tard en amenant plus d'investissements. Et ça, c'est peut-être l'impact le plus important. Aussi à intervenir dans d'autres secteurs, en particulier le développement des services en ligne et les réformes du cadre juridique et réglementaire. Donc ces réformes dans le domaine numérique, en plus de ceux dans la régulation financière, ont permis plus de développement, surtout de la bancarisation avec l'apparition du paiement mobile, etc. Oui. Des choses importantes qui sont nécessaires. Donc la continuité maintenant, c'est d'apporter de la formation. Je pense que la formation pour le privé comme pour le public est quelque chose d'important. Le numérique aujourd'hui nous permet de démocratiser l'accès à la formation, de permettre d'avoir des plateformes dynamiques qui permettent à chacun de se tester, de dépasser les modules petit à petit. Ça, c'est un aspect très important. Évidemment, avec tout ça, c'est vrai que ce n'est pas le seul enjeu pour transformer l'entreprise. Il faut aussi que quand on vient avec des projets technologiques, pas regarder uniquement ceux qui accompagnent le projet, il faut regarder ceux qui bloquent le projet, parce qu'ils ont souvent de bonnes raisons, parce que souvent on ne prend pas compte des difficultés les plus terre à terre, mais qui
qui empêche le déroulement quotidien du travail d'un collaborateur. Donc, former et comprendre là où il y a des problèmes et s'intéresser au process les plus lents et pas forcément les process où il y a le plus de personnes intéressées, mais là où ça bloque, c'est peut-être la clé pour tout ça. On va forcément intervenir sur la cybersécurité parce que c'est un enjeu, comme ça a été rappelé ce matin, très important. Donc ça, c'est un axe important. On a mis en place le département a mis en place une stratégie de cybersécurité nationale qui doit permettre un peu de donner de la confiance, d'effectivement utiliser, comme disait tout à l'heure l'intervenante, plus facilement utiliser de la signature électronique et donc avoir digital à 100% de bout en bout et non seulement du semi-digital. Donc c'est tous ces enjeux qu'il faut traiter. Excellent, merci beaucoup. Je reviens à M. Langer. Quand on parle de transformation digitale, il y a toujours des résultats, on arrive à des objectifs. Et justement, quels sont les KPIs pour mesurer vraiment une transformation d'entreprise efficace ou réussie? Vous pouvez intervenir après. Absolument. Oui, bon, la question, c'est un peu généraliste parce que donc, ça dépend des KPIs. D'une manière générale, nous, on définit des objectifs, comme a expliqué Madame. Donc, on ne transforme pas tout en même temps, donc c'est des objectifs plutôt défalqués par domaine. Et généralement, on attaque les processus. Donc, on essaie de digitaliser. Le meilleur KPI, bien évidemment, c'est lorsque ça y est, on met le système qui va supporter tout ça. Et l'élément le plus important pour moi, c'est le taux d'utilisation, l'adaptation. Donc le système, comment il est utilisé et quels sont les résultats escomptés. Ça, c'est le côté digitalisation pure et dure. Je ne parle pas de l'aspect financier. Ou que le retour sur investissement, ça se fait autrement. Donc, mais je pense que le taux d'utilisation et l'adoption du système, le retour des utilisateurs, le nombre de réclamations, c'est à peu près ce tableau de bord qu'on suit. Par rapport à la mise en place. Je pense qu'il y a 2 ans, on a essayé de digitaliser. Nous, il y a la prise de commande. Donc, on a le Mazra qui est connu, donc la plus grande société dans le groupe. Et cette prise de commande-là, il y a derrière au moins 50 personnes là, qui répondent aux coups de fil, qui vont passer des commandes sur le système. Et souvent, donc, lorsqu'on entre les commandes, on va entrer seulement, on sait, je dirais, un article qui est, disons, en rupture. On ne va pas avoir ce taux de satisfaction. Et pour encourager nos clients à passer les commandes sur le système, on était obligé de donner, donc on est arrivé jusqu'à un élément de motivation en gratuité pour ceux pour les encourager. Donc il y a une résistance parfois dans la culture. Aussi, on a établi un système de paiement avec la Poste, un projet avec la Poste, c'est la même chose. Donc on a encouragé les gérants qui vont payer en utilisant le système de paiement, ce qu'on appelle le paiement en ligne, donc au paiement digital, avec ceux qui vont nous payer par cette solution-là, avec une certaine ristourne aussi sur leurs marchandises. L'élément le plus important pour nous, c'est une fois le système il est mis en place, c'est cette adoption des utilisateurs et l'utilisabilité du système. C'est ce qui prouve que le système a réussi ou pas. Bien évidemment, il y a d'autres indicateurs après pour suivre. Est-ce qu'on a le retour sur investissement escompté? Parfois, on fait des erreurs, ou parfois, c'est tout à fait normal, et on réadapte. Donc, mais le plus important, je pense que c'est l'humain. Donc, cette adoption et dans l'agilité, nous, ce qu'on utilise aussi au sein de l'entreprise, avant, on écrivait, on recevait un cahier de charge et on développe le système souvent et on reprend après 3, 4, 5, 6 mois, ça dépend du temps de développement. Aujourd'hui, on a adopté ce qu'on appelle la notion du product owner. Donc, dans le projet, au cours de développement, on a un métier et lui, comme le propriétaire du produit, autrement dit, qui fait des réunions assez fréquentes avec l'équipe de développement pour pouvoir suivre, répondre aux besoins. Vous savez, toujours lorsqu'on écrit un cahier de charge, ça reste que ce qu'on écrit, ça va représenter, disons, 90% de ce qu'on pense. Donc, il y a cette difficulté. Parfois, lorsqu'on voit la chose, on change, on voit la maquette. Donc, il y a ça aussi
qui fait en sorte qu'on essaye d'impliquer les utilisateurs tout au long du cycle de développement. Ceci facilite beaucoup l'adoption du système après. C'est mieux que de développer, de partir d'un cahier de charge, revenir après 2 mois. Souvent, lorsqu'on va mettre en place le système, on va avoir cette résistance qui est naturelle dans la gestion du changement. Donc, le fait d'impliquer les utilisateurs dès le départ, même en cours de développement, ça facilite beaucoup après l'adoption du système. Donc, ils vont pouvoir participer en quelque sorte à cette transformation. Donc l'approche participative, c'est ce qui va les encourager plutôt à adopter le système. Très bien, merci beaucoup. Madame Boazé, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, s'il vous plaît. Allez-y. Oui. En fait, moi, je voudrais répondre à 2 points. Le point relatif à la sécurisation du système d'information. Oui. Dès qu'on commence à parler de transformation digitale, il faudrait faire évoluer la sécurité du système d'information. Et bien sûr, il y a beaucoup de jalons dans le développement. Il y a même des programmes que nous appelons auprès du groupe Société Générale Darwin 1, Darwin 2, mais c'est une liste à la Prévert de mise en place de processus, d'outillage au niveau de l'infrastructure informatique. Surtout, c'est les principaux intervenants sur la sécurisation du système d'information en étroite collaboration avec les spécialistes de la sécurité, et on en a, Dieu seul sait, on a des spécialistes d'audit de la sécurité système d'information tunisiens et qui sont appelés à intervenir même à l'échelle internationale et qui sont en train de nous accompagner pour nous assurer que tous nos processus sont bien sécurisés. Mais on n'est jamais à l'abri parce que la cybersécurité, elle est en train de beaucoup évoluer et elle a beaucoup évolué avec la Covid qui nous a imposé des interventions à distance. Je peux citer qu'au niveau de la banque, il y a des domaines ou des modules qui ne peuvent pas être pris en charge à partir de l'extérieur. Donc on a continué, et là je cite mes équipes ou les équipes qui utilisent beaucoup le core banking system, étaient obligés de se déplacer en agence pour éviter les risques d'intrusion. Et avant de mettre en place n'importe quelle application, nous faisons appel à ces boîtes spécialistes en cybersécurité pour faire des pen tests et s'assurer qu'il n'y a pas de risque d'intrusion. Et ça, c'est très important. D'ailleurs, nous perdons beaucoup de temps par rapport aux confrères parce que nous accordons beaucoup d'importance à ce volet-là et on ne peut basculer en production qu'après avoir reçu le tampon de ces boîtes-là et reçu le tampon, il y a un comité nouveau produit qui est là où nous avons une intervention à distance de la part des spécialistes cybersécurité du groupe Société Générale pour pouvoir mettre en production nos outils qui risquent d'exposer la banque et donc on essaie de se protéger contre ces risques d'intrusion. Le deuxième volet sur lequel j'ai souhaité intervenir, c'est comment suivre l'utilisation de ce que nous sommes en train de mettre en production comme produits digitaux au service du client. Par exemple, le mobile banking, qui est une solution 100% tunisienne également. Là où on a fait appel à une fintech tunisienne, avec le groupe Société Générale, moi j'ai reçu un message de la part du responsable sécurité et système d'information au niveau du groupe Société Générale, le jour du kick-off du mobile banking pour lancer le projet, parce que je n'avais pas utilisé une solution du groupe qui, pour eux, elle est bien testée, elle a fait ses preuves, etc. Et donc, ce responsable sécurité, il m'a envoyé un message pour me dire « Vous êtes en train de mettre en risque et en péril votre banque et le groupe Société Générale. Wow. » Et donc, par rapport à ça et par rapport à notre fintech, à la fintech tunisienne, on a pu faire évoluer la solution mobile banking en
en travaillant en étroite collaboration avec une autre boîte internationale, Vasco, pour sécuriser le mobile banking de l'UIB. Ça nous a coûté un peu plus cher, mais nous avons pu lancer le mobile banking de l'UIB. C'est une solution qui est sécurisée, elle est transparente, elle est disponible 24/7. En parallèle, je peux me permettre de dire, et là, c'est quelque chose que je n'arrête pas de répéter au niveau de mes équipes. Lorsque j'étais responsable, j'étais COO de la banque, je disais, et maintenant je suis en train de le dire parce que, en tant que directeur général adjoint, pour éviter une mauvaise expérience client, oui, il faudrait renforcer la hotline technique et la hotline fonctionnelle pour que ces produits-là continuent à répondre 24/7 aux clients pour éviter la mauvaise expérience, parce que nous avons une double responsabilité. La responsabilité vis-à-vis de nos collaborateurs, mais également la responsabilité vis-à-vis de nos clients à qui nous n'avons pas le droit de perdre la confiance de nos clients. Et donc, nous devons garantir la disponibilité de l'application, la sécurité de l'application et également la sécurisation des données de nos clients. Oui. À travers le développement, on a même mis en place ces dernières années le poste de Data Product Officer. Et donc, tout ça pour dire que nous accordons et on est en train de revoir toutes nos procédures pour nous assurer, là où il y a des données à caractère personnel, pour mettre en place les moyens nécessaires pour protéger les données de nos clients. Très bien. Très bien, excellent. Merci. Monsieur Diaby et Monsieur Mahjoub, peut-être des... Allez-y, je vous en prie. Ça marche. Oui, donc en fait, c'était juste pour... oui, le côté sécurité donc, est très important. Ça se calcule, donc quels sont les risques à mettre en place. Donc il y a parce que dans la banque, les données personnelles, il y a le problème où la conformité est très importante. Donc les lois sont assez dures. Nous, l'enjeu, c'est par exemple la disponibilité du système. Oui. Parce qu'une fois on digitalise, il faut en tenir compte le jour où ce système-là ne fonctionne pas pour une raison ou une autre. Hein, donc ou l'interconnectivité même, parce qu'on dépend des opérateurs télécoms, il faut prévoir une double connexion, donc il faut prévoir des mécanismes de protection pour assurer cette disponibilité du système, une fois, parce que généralement les utilisateurs, une fois formés à l'utilisation du système, encore une fois ça rejoint l'engagement des nouveaux collaborateurs, par moment, lorsque le système est en panne pour une raison ou une autre, donc il faut toujours prévoir comment on prend la backup avec donc le système parallèle. Il faut que toujours ça continue à fonctionner. Ce qui est surprenant, une pratique, disons, qui va réduire beaucoup les risques, c'est tout simplement prévoir un site de backup. Donc, ouais. Il faut avoir toujours pensé en double. Hein, donc, il faut absolument... un des indicateurs qu'on vérifie techniquement qui est très important, c'est les backups. Lorsqu'il y a, nous, des attaques, parce que la cybersécurité, les attaques viennent de partout, on peut faire le pen test aujourd'hui et on peut être attaqué demain. Hein, donc pour une faille qui a été découverte, donc ça donne une certaine assurance, mais c'est pas sûr. La sécurité à 100% n'existe pas. Absolument. Donc je pense prévoir des backups, ces backups-là sont importantes, étudier quelle est la fréquence des backups aussi, parce que ça dépend des systèmes. Et prévoir un site de secours pour pouvoir fonctionner lorsqu'on digitalise, c'est aussi très très important et ça doit être avec des normes hors site. Et donc, c'est un élément très important absolument, en fait. Hein, donc, absolument. Merci pour ce point. Monsieur Diaby. Oui, et je voudrais seulement ajouter un peu ce qui a été dit sur le plan de la sécurité et aussi insister sur le rôle de l'État. Donc, ça veut dire, nous en tant que parlementaires, nous devons toujours tenir compte du développement de manière générale dans ce domaine-là. Vous avez déjà parlé du domaine de la banque. Bon, il y a d'autres domaines plus élargis encore. Le domaine des structures critiques, comme on le dit en allemand, les infrastructures critiques. Ça veut dire l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité,
actuellement, il y a des experts qui sont capables d'agir sur l'infrastructure de production d'électricité afin que dans quelques minutes, nous pouvons nous retrouver dans cette salle sans électricité. C'est possible. Bon, après, dès le début de la guerre en Ukraine, nous avons vu ça en Allemagne. Il y a eu des institutions de recherche qui ont été coupées de toute structure internationale qui ne pouvaient plus travailler. Des institutions qui ne pouvaient plus travailler. Et ceci est possible aujourd'hui quand quelqu'un veut que dans une ville ne fonctionne pas et que l'administration de la ville ne fonctionne pas du tout. Ça aussi, on a vécu ça. Il y a des villes qui n'ont pas fonctionné. L'administration ne peut pas communiquer avec les citoyens. Tout a été bloqué. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, en prenant nos décisions sur le plan des budgets, que nous tenons compte de ça, qu'il faut investir dans ça, aussi bien sur le plan national que sur le plan de la coopération internationale. Si une organisation tunisienne s'adresse à la coopération allemande pour investir sur ce domaine-là, donc on va voir qu'il y a la nécessité, donc on va le faire, mais aussi au niveau de l'État. Donc bref, ce que je voudrais dire, c'est dire que ce qui est les défis à lever sur ce plan-là, sur le plan de la banque, on nous a vraiment, vous avez très bien expliqué tous les domaines qui sont là. Bon, sur le plan des infrastructures critiques, ça aussi c'est important. Nous avons besoin que la politique soit toujours vigilante sur ce plan-là, ça c'est important. La deuxième, c'est aussi d'investir dans les structures et sur le plan de la formation et la recherche pour que c'est en fait les méthodes d'intervenir dans ce domaine-là, que nous améliorons ces méthodes et la recherche doit être financée avec les moyens publics. Donc tout ça, je vois un rôle qui est là, qui n'est pas seulement le privé, mais aussi le public qui doit agir. Et c'est important d'avoir cette sensibilité en tant qu'élu. Donc c'est pour cela que je voulais partager ça avec vous. Très important. Vous regardez le micro, M. Diaby, parce qu'il y a une question pour vous aussi. Par rapport à cette coopération Afrique-Allemagne, comment elle peut aider un petit peu ces entreprises un petit peu africaines? Comment ça peut être vu un petit peu cette coopération pour réussir justement cette transformation? J'en ai déjà parlé sur la coopération de manière générale. Il est important d'agir gagnant-gagnant. Ça veut dire les idées qui sont développées, par exemple, aujourd'hui, concernant la transformation sur le plan digital et d'autres domaines, et aussi le rôle des entreprises qui agissent sur ce plan-là. Bon, sur ce domaine-là, donc nous tenons compte de ça. Quelles sont les aspirations, quelles sont les nouvelles idées, quels sont les besoins sur place, et aussi de ne pas venir avec nos concepts, avec les textes qui sont déjà bien formulés, en disant que voilà ce que nous voulons faire dans les 4 années à venir. Donc si vous faites ça, vous avez de l'argent. Par exemple, c'est pas ça. Ça s'est dépassé. Ce sont des politiques il y a 20 ans, il y a 30 ans. Actuellement, ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce que les partenaires veulent faire. Où sont les défis à lever? Et donc, nous agissons sur ça. Donc, l'aspect que je répète, c'est dans l'application des SDGs. Donc, ça veut dire sur ce plan-là, il y a beaucoup de domaines. J'avais déjà parlé de ces domaines. La formation, l'accès aux infrastructures, l'accès à l'eau et la formation pour les jeunes et les femmes. Et tout ça est sur le plan des droits de l'homme. On n'en a pas parlé du tout. Mais aussi, ça, c'est important. Les associations qui veulent tout faire pour que les conditions politiques dans leur pays soient améliorées, s'ils doivent être soutenus. Donc, ils ont besoin de quelque chose. Mais pas seulement qu'ils interviennent, mais aussi qu'ils aient des méthodes, aussi l'infrastructure qu'ils ont pour communiquer avec d'autres organisations sur le plan de la société civile. Tout ça, bref, ce sont des aspects qui sont importants dans la coopération actuelle. Et je répète encore, cette coopération ne peut se faire que gagnant-gagnant, pas seulement du nord au sud, mais aussi en fait entre nous et aussi sud-sud. Je vois les drapeaux qui sont devant moi. Nous sommes dans une salle tellement internationale, nous pouvons qu'avoir des idées vraiment très très bonnes que nous pouvons rapporter nous tous dans nos pays précédents. Merci. Très bien, merci beaucoup. Le temps passe très très vite avec vous. Moi j'ai une dernière question parce que moi je peux rester toute la journée avec vous. Je veux avoir le maximum d'infos de chez vous, ça c'est très bien. Mais j'ai une dernière question pour vous tous. Vous avez parlé un petit peu des ressources humaines pour réussir la transformation des entreprises. Alors comment chacun a fait face un petit peu au dilemme adhésion, réticence un petit peu du personnel, et puis quel est le rôle de la formation du personnel pour bien mener une transformation? Monsieur Salhi, par exemple, pour le projet un petit peu en Mauritanie, et j'enchaîne avec vous, puis après, on ouvre les questions-réponses pour nos chers Audimat Keila. Oui, en fait, c'est une question cruciale. C'est vrai que quand on est au bureau, tout le monde est très occupé et personne n'a le temps pour la formation. Je pense que la formation est un aspect important.
qui a sa place et qui devient une obligation. C'est-à-dire aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, avec les plateformes, on peut facilement permettre à chacun de se former un peu à son rythme, mais quand même, il y a des deadlines, il y a des objectifs de façon trimestrielle et annuelle que chacun doit passer et doit obtenir. Ça doit aussi être accompagné par des encouragements. C'est-à-dire celui qui obtient telle certification ou tel niveau ou autre niveau, cela devrait se répercuter sur son avancement globalement. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important et qui ne concerne pas uniquement les cadres techniques de l'entreprise ou de l'administration, ça concerne tous les acteurs. Ça, c'est un aspect important. Par rapport à la gestion des changements, comme je disais tout à l'heure, il faut faire attention à là où n'essayez pas uniquement d'identifier les gens qui accompagnent, qui sont contents du changement, mais aussi ceux qui n'accompagnent pas. Parce que souvent, ils ont de bonnes raisons qu'il faut bien mesurer et tester. Très bien. C'est Marjo. En 2 mots, je pense que ça a été dit, mais la clé de réussite aujourd'hui, c'est d'adopter les méthodologies à l'international d'agilité. Cette notion d'agilité est très importante, où l'utilisateur, il devrait être impliqué dans une approche participative, où il est une partie prenante qui participe au projet dès la définition du besoin jusqu'à la réception définitive du système, et être à l'écoute après pour répondre à ses besoins. Je pense la formation en est un élément très important aussi, mais plus que la formation, il faut l'impliquer dès le départ. Donc il faut éviter d'arriver avec un système qui tombe de nulle part et demander aux utilisateurs l'utiliser. Il y aura une résistance, il y aura tous les défauts du monde qui vont tomber sur ce système-là et c'est un peu, il y a 2 techniques, la gestion du changement, qui est un domaine aujourd'hui où il faut donner beaucoup d'importance à ce concept-là, et aussi à être agile. Donc, dans notre cas à nous, c'est un challenge, parce que là, c'est une structure assez lourde qui existe depuis un bon nombre d'années. Donc, cette agilité, l'avoir, je pense que c'est le même cas pour une banque, elle en a parlé tout à l'heure, Madame Hem, donc ce n'est pas évident du tout, mais c'est un projet, donc on continue. Donc il faut que ça soit une entreprise agile pour pouvoir supporter cette digitalisation. Très bien. Monsieur Diaby. Ouais, donc notre contribution est vraiment de réduire les barrières de l'accession aux structures pour que la transformation réussisse. Parce que quand il y a des barrières partout, les personnes n'ont pas la possibilité d'avoir accès. Donc, sur le plan de la formation, j'étais pendant 8 ans dans la commission pour la recherche et la formation au Parlement, les années dernières. Donc, on a tout fait pour quand même au niveau des écoles, au niveau du primaire, mais aussi des centres de formation professionnelle, les enseignants, les élèves et tout le personnel, qu'ils aient vraiment accès à tous les produits, à ces produits qui leur permettent aussi de pouvoir se mettre en route pour cette transformation. Donc ça, c'est la contribution que j'avais faite avec mes collègues, mes collaborateurs. Sur ce plan-là, je pense qu'on doit continuer dans tous les autres domaines, et sur le plan de la coopération où je suis actuellement, donc nous continuons dans ce domaine-là. Très bien. Madame Brazis, s'il vous plaît. On a parlé de conduite de changement avec les collaborateurs, mais on a fait de la conduite du changement avec la gouvernance de la banque. On a commencé à parler innovation lorsque, au sein de la banque, on avait d'autres priorités. Et on a réussi, en étroite collaboration avec nos équipes, à imposer l'innovation et à imposer la création d'un InnoLab by UIB. On a essayé de consacrer des ressources dédiées à ce InnoLab by UIB. On nous a dit, faites vos preuves et par la suite, on va vous dédier des ressources. Et on a fait nos preuves et on a réussi l'année dernière, je pense, à nommer un responsable InnoLab by UIB, et on a réussi à consacrer quelques heures dans le planning des collaborateurs pour qu'ils le consacrent à l'innovation. Donc ce changement de mindset, il ne concerne pas uniquement les collaborateurs ni les clients, mais il concerne également la haute gouvernance, parce que convaincre de l'innovation, convaincre également des moyens à mettre en œuvre pour la cybersécurité.
créer un Security Operation Center dédié au sein de la banque pour assurer la surveillance 24/7 nécessite des moyens. Donc, on profite parfois de certains incidents à l'échelle nationale ou internationale pour reprendre le sujet et le mettre sur la table avec la gouvernance pour convaincre de consacrer du budget pour la création d'un SOC que nous avons réussi à mettre en place il y a de ça une année et qui fonctionne et qui est en train d'évoluer. Donc, changement de mindset, il se fait à tous les niveaux, que ce soit en interne ou même en externe. Excellent. Merci. Merci beaucoup pour toutes ces contributions. Je laisse la parole peut-être à la salle. Si on a des questions, allez-y, profitez. On donne peut-être 2-3 questions dans la salle. Oui, il y en a ici, 2 là-bas. Allez-y, s'il vous plaît. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans le domaine de l'IT en plus. On a dû gérer des hommes dans ce domaine-là. Maintenant, ça commence à... Bah oui. On recrute pratiquement uniquement des femmes aujourd'hui. Ah bah c'est bien. Allez-y. Bonjour. Justement, bonjour. Il faut veiller sur l'équilibre. Ouais. D'accord. Bonjour, Aziz Belaïd à Tijeri Bank. Parmi les points évoqués, il y a le point évoqué par Madame Bouaziz, c'est l'effet tunnel pour les projets, l'implémentation des projets au niveau des DSI, que ce soit les projets. C'est un problème sur tous les projets, que ce soit projet BAU, projet réglementaire, projet de fonctionnement. Donc, j'aimerais bien poser la question à Madame Bouaziz, comment les réflexions au niveau de la UEB par rapport à l'effet tunnel et la transformation digitale pour l'implémentation du socle technologique digital et pour l'implémentation des use cases. Quelle est votre réflexion, quelle est votre démarche adoptée? Merci. Aujourd'hui, en fait, justement, maintenant, avec le retour expérience que nous avons, on faisait, personnellement, j'ai commencé à faire, j'ai été introduite dans ce monde-là depuis novembre 2003. Moi, je ne suis pas informaticienne de formation. J'ai fait HEC Carthage. Et lorsque j'échange avec les éditeurs, on ne se rend même pas compte, on me croit ingénieur. C'est les ingénieurs, mais c'est la réalité des faits. Donc, avec notre retour expérience maintenant, on a une boîte à outils. Une boîte à outils, à chaque fois, on utilise l'outil nécessaire pour répondre aux besoins. Dans le domaine de l'IT, là je parle des domaines des projets, de la DSI, de l'organisation, etc. Et donc cette boîte à outils, quand on a besoin d'utiliser une méthodologie PRISM, on utilise la méthodologie PRISM. Au sein de la méthodologie PRISM, j'ai été également, à part le fait que je sois COO, on m'a nommée directrice du projet de la migration. Donc, la méthodologie utilisée, c'est un projet très lourd de migration. On est passé de la V9.0 vers la V11. Et on était la première filiale du groupe Société Générale à migrer sur la V11. Et c'était risqué. Le groupe n'a pas accepté ce défi. Il a demandé à ce que la banque ne bascule pas sur la V11, elle bascule sur la V10. À la Khatr, il n'y avait aucune banque de la place, aucune banque ni de la place ni du groupe qui était partie sur cette version qui n'a pas été testée. Donc on avait commencé on a utilisé la méthodologie PRISM et en cours de route, j'avais besoin de changer d'outil, donc j'avais besoin de changer d'approche sur certains domaines. La migration, elle est composée de plusieurs briques. Donc, j'ouvrais ma boîte à outils sans que personne ne s'en aperçoive et je mettais de l'agile pour pouvoir avancer sur certaines parties du puzzle pour qu'à la fin, j'arrive à rassembler les différentes parties du puzzle
et faire la migration du core banking system. Tout ça pour vous dire que avec l'expérience, on arrive à adapter la méthodologie avec le besoin en tant qu'expert IT. Très bien. Question là-bas, et puis après une question ici. Ok. C'est bon, micro, très bien. Okay. Donc, on a, alors, juste pour vous dire qu'on a 3 questions, là et là, parce que nos panélistes aussi, ils ont des obligations. Vous pouvez après continuer, peut-être discuter avec eux. Donc, question ici, là et là-bas. Allez-y, je vous en prie. Ok, c'est Mohamed Ali. Donc, question rapide, merci pour l'ensemble des interventions. Ma question, c'est, jusque-là, on est en train de parler transformation digitale, mais ces dernières années, ça devient plutôt la transformation de l'entreprise. Et on a senti ça sur les discussions du panel. Ça veut dire que c'est une transformation multidimensionnelle où il y a du culturel. On a parlé du culturel au sein de l'entreprise. Oui. On a parlé de la transformation du système d'information. Il a parlé de ça. Des process également, métiers, l'automatisation des process métiers. Il y a également une autre dimension, c'est l'organisationnel qui doit accompagner tout ça. Mais essentiellement, ma question, c'est l'axe managérial, c'est la transformation managériale. Et on a parlé un tout petit peu, ça veut dire c'est sensibiliser les managers de l'entreprise. Comment cet axe-là peut être porteur de cette transformation, de sa réussite? Merci ma beaucoup. Question, peut-être je m'adresse à Silanger. J'évite de poser la question à Mme Bouaziz. On est dans la même entreprise. Non, il n'y a aucun problème. J'ai déjà répondu à une partie. J'ai parlé de mindset de la gouvernance de la banque. Très bien, Silanger. Si. En effet, oui. Donc, c'est un cas, ça dépend. Donc, il n'y a pas une seule réponse à cette question-là. Tout ce que je peux dire, c'est que le management, d'une façon générale, doit s'améliorer. Donc, le management, indépendamment de la transformation, je pense qu'on vit des chocs culturels avec 2 générations aujourd'hui. J'en avais un peu parlé au départ quand je vous ai dit la nouvelle génération impose l'utilisation ils acceptent de moins en moins des tâches manuelles. Donc, ils lisent de moins en moins. La formation même avec des outils où on ne peut plus imaginer aujourd'hui. Donc, on peut commencer, comme on l'a dit, je pense juste la réunion d'entreprise cette semaine. La semaine dernière, on discutait du fameux carnet, le livret qu'il obtient le nouveau collaborateur à l'entrée, pour vous donner un exemple. Et donc, il y a des commentaires qui surviennent de partout que c'est cette génération-là, donc ça existe, ça existe. Pourtant, les nouveaux ne l'appliquent pas. Eh bien, tout simplement parce que les nouveaux ne lisent plus. Donc, cette notion de lecture standard avec des formulaires et tout, donc il y a une adaptation. C'est vrai que le côté managérial doit suivre. Et c'est tout un challenge, c'est un autre challenge, ça qui n'est pas évident du tout. Donc, il y a ceux qui embarquent et qui vont se transformer eux aussi. Donc, notre façon de gérer doit aussi changer parce qu'on transforme les systèmes, on met en place des systèmes. Mais pour gérer les humains, et comme je vous ai dit tout à l'heure, on parle de management augmenté. C'est le sujet d'actualité avec l'intelligence artificielle et les nouveaux outils aujourd'hui qu'on voit. Donc cette utilisation d'outils n'est pas évidente au sein d'une structure et dans le changement de mentalité. Très bien. Madame Bouaziz, très brièvement. Oui, très brièvement. En fait, il y a lieu de dire que ce n'est pas du tout évident. Ce n'est pas du tout évident parce qu'en étant très proche de mes collaborateurs, et je suis une femme terrain, on ose jusqu'à maintenant, les ingénieurs m'appellent pour me dire « Madame, on a des difficultés à échanger avec tel ou tel manager ». Et donc, ça nécessite un accompagnement du manager également pour l'aider à accepter l'étroite collaboration avec ces jeunes ingénieurs pour les aider à bien avancer. Il ne faut pas que ça soit top-down, il faudrait que ça soit un travail d'équipe. Et donc, par rapport à ça, Amar a raison
qu'aujourd'hui, on doit fournir des efforts et ça ne doit pas venir uniquement de la gouvernance de la banque. Il faut que chacun de nous, lorsqu'il constate qu'il y a une réticence de la part du manager, il intervient en sortant avec son homologue pour boire un café et pour lui toucher quelques mots pour qu'il commence à se poser des questions. On ne doit pas attendre qu'on nous change ou bien qu'on nous fournisse les moyens pour changer. Il faudrait que nous-mêmes, on soit tout le temps autocritique et on essaie de s'améliorer nous-mêmes. Très bien. Question ici, monsieur. Depuis tout à l'heure, il lève son bras. Monsieur qui est là-bas, s'il vous plaît. Ah ouais. Allez-y, peut-être... levez-vous peut-être pour comme ça, il vous voit. Voilà, c'est ce monsieur. Depuis tout à l'heure, il demande là. Ce monsieur. Bah, allez-y. Hein. Bon, je vais poser la question. Il y a monsieur ça, madame, et il y a monsieur Kekwa. Et on arrête, s'il vous plaît. Le micro pour ce monsieur. J'ai le micro, donc je pose la question. Allez-y. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Fares Belguic, je suis CEO. Et merci beaucoup pour cet échange transformation d'entreprise digitale. C'est très intéressant. Alors ma question, si on monte un petit peu d'un cran, la DSI aujourd'hui n'est pas seulement technique. La DSI d'aujourd'hui, elle est technique, agile et business. Vous avez parlé de la technicité. Tout le monde sait que les Tunisiens sont des excellents techniciens. L'agilité, en termes business, avez-vous ou auriez-vous quelques REX, quelques exemples de ROI? Exemple, l'augmentation de chiffre d'affaires grâce à une transformation, optimisation des coûts grâce au cloud, au SaaS, un petit peu plus business. Très bien. Merci. Merci. On prend une question, deuxième question, monsieur. Merci madame. Bonjour, Abdelhalim Khababa, je suis le DSI de l'Algérienne des assurances. Donc je remercie l'équipe de m'avoir invité. Moi, je me permets d'être un tout petit peu non d'accord avec Madame Bouaziz. Quand vous dites que la stratégie ne vient pas du haut vers le bas et que ce soit un truc horizontal. Alors, je vais dire l'idée comme elle était en train de germer dans ma tête depuis quelques minutes, c'est que, en général, quand vous dites stratégie de transformation, on parle d'une pyramide qui part d'un sommet, hein, le fameux triangle. Donc là où s'établisse la stratégie, et puis on part d'un baseline vers un target line, en passant par un target operating model, c'est-à-dire comment on va décliner toute cette stratégie de haut en bas, et puis on va utiliser le fameux PPT, qui est le People, Process, Technologies. Maintenant, qui sont les gens qui vont le faire? Quels sont les procédés ou les process qui sont écrits et décrits comme il se doit, et quelles sont les technologies qu'on va utiliser. Par la suite, il y a bien sûr le principe de l'amélioration continue, etc. Mais le plus important, c'est qui sont les gens qui vont leader ça, quelle est la culture, quels sont le personnel, donc c'est plutôt de la RH, soit au niveau entreprise ou au niveau gouvernemental, d'accord? Et puis on a aussi le funding, les finances. Madame a parlé d'un budget. Et puis, on a nos clients. D'accord? Nous avons des services provenant de gouvernements ou d'entreprises ou de sociétés commerciales vers des clients. N'oublions pas que on ne parle pas de sites web. Hein. On ne parle pas d'applications qui sont dans des sites web et ça existe depuis 20 à 30 ans. On parle de digitalisation, c'est-à-dire les nouveaux terminaux. C'est-à-dire contact direct entre un service, intelligence artificielle, etc., vers une personne. Une personne, il va payer sa facture, il va avoir droit à une aide gouvernementale, etc., etc. Donc, comment on le fait finalement? Réellement, je viens d'entendre de très belles histoires, comme on appelle ça, un crayon de couleur de réussite, c'est bien, félicitations. Quelle est la stratégie? C'est quoi en fait la stratégie? Quelle est la baseline? Quelle est la target line? Qui sont les gens? Quelles sont les procédures? Okay. Peut-être une réponse, Madame Lem, l'autant que Céline Grilla, il arrive. Bien sûr. Oui, ce que vous dites est excellent, mais il reste ce que nous avons lu dans les livres. Moi, je suis en train de vous parler d'un vécu. Et si on a attendu jusqu'à ce que ça nous vienne de haut, on n'aurait jamais atteint
ce que nous avons atteint aujourd'hui en matière de transformation digitale. Pour le moment, on n'est pas en train de le sentir en Tunisie. On peut continuer à fonctionner sans digital, je vous l'avoue. Pour répondre à monsieur sur le retour sur investissement, on ne l'a pas encore atteint. Et pour convaincre notre direction générale et surtout le groupe lors de la discussion du budget, on me pose toujours cette question. Lorsqu'on va investir pour faire de la transformation digitale de bout en bout, combien on va gagner? Moi, je réponds, il ne faut pas pour le moment penser à combien on va gagner. On va dépenser aujourd'hui pour gagner demain, pour pouvoir transformer et pour pouvoir transformer les métiers des collaborateurs sur des tâches à plus forte valeur ajoutée pour éviter parce qu'une ressource, tout dépend de sa spécialité, tout dépend de son niveau et tout dépend de son ancienneté, elle coûte de l'argent aujourd'hui. Demain, avec la propagation du processus 100% digital, je ne vais plus recourir à ces ressources-là. Et donc, je vais pouvoir assurer en faisant des gains sur ces ressources-là. C'est le minimum. Quand on fait l'étude, une opération de caisse, elle nous coûte combien? Combien de temps et combien d'argent? Donc, on connaît le coût d'une opération de caisse. Demain, lorsque on va mesurer le déport, aujourd'hui, l'UIB est en train de déporter le retrait espèce à hauteur de 70%. 70% des opérations de retrait guichet sont réalisées à distance. Ce n'est pas maintenant qu'on va commencer à mesurer le retour sur investissement. Lorsque on aura atteint, il faut du temps pour tout digitaliser, pour tout automatiser, j'utiliserai le terme automatisé, pour pouvoir mesurer le retour sur investissement. Il ne faut pas raisonner de cette manière parce que sinon on ne va pas pouvoir lancer la transformation au niveau de la banque ou de l'entreprise. Il faut que tous on se mette à faire ça pour commencer à gagner lorsque on arrivera à remplacer l'humain. Et quand je dis remplacer l'humain, donner les moyens à l'humain pour qu'il apprenne de nouvelles choses, pour qu'il se transforme. Par exemple, dans le domaine de la banque, il se transforme en un vrai conseiller. Et les clients ont besoin de conseillers. Toutes les opérations qui peuvent être automatisées peuvent être traitées par la machine. Il a besoin de conseils aujourd'hui dans le domaine fiscal et dans d'autres domaines. Je reviens à vous, monsieur, concernant la stratégie, elle doit venir. Oui, vous avez totalement raison. Et tout ce que vous avez décrit, c'est ce que nous avons et c'est ce que j'ai lu moi aussi. Mais un jour, en 2017, et j'ai des témoins ici, je l'ai fait avec mes collaborateurs en étant COO. Donc je les réunissais à plusieurs... on se réunissait tout le temps, on faisait de l'afterwork au sein de la banque, 0 millime de dépenses. Et donc, ça a commencé à cogiter et ça s'est imposé à nous parce que nous sommes en train de recruter de jeunes ingénieurs qui n'acceptent pas de continuer à fonctionner de la sorte. Et donc, on a écrit, sans recourir à un consultant externe, et j'ai des témoins, on a écrit comment on pensait la refonte du parcours client. On a commencé par identifier 18 parcours du client, en commençant par les parcours les plus utilisés par le client qui se déplace pour verser de l'argent, qui a besoin de faire une demande de chéquier, il se déplace pour faire une demande de crédit. Et donc, on s'est dit comment on va procéder pour pouvoir digitaliser. Et sur ça, on avait les différentes briques organisationnelles, briques procédurales, briques ressources humaines, briques data, parce qu'on n'avait pas de spécialiste data. Il fallait recruter un spécialiste data. Il fallait outiller en lançant des consultations pour acquérir la data vise, la data analytics, etc. Et tout ça, on l'a écrit noir sur blanc
Et Dieu seul sait, on a passé 3 mois à échanger avec la direction générale et avec le business de la banque pour qu'il nous valide ça. Et au mois de décembre 2017, ça a été validé par le conseil d'administration. Pour nous, très bien, très bien. On ne l'a pas fait top-down, mais c'est venu du down presque pour pouvoir... Et aujourd'hui, on est arrivé à installer toutes les briques digitales et on a commencé à déployer des outils et à répondre à des besoins du client d'une manière tout à fait digitale. Vous allez me poser la question, est-ce que vous avez gagné, vous avez perdu? Aujourd'hui, on ne peut pas évaluer parce que le jour où on arrive à avoir un certain pourcentage de clients qui utilisent les outils digitaux et qui ne se déplacent plus à la banque, ce jour-là, on pourrait dire, et on est en train de mesurer le déport, mesurer l'usage de la consultation du compte. Au lieu de se déplacer à l'agence pour demander un extrait de compte, il le fait chez lui, il a son relevé de compte. Voilà, donc bref. Merci beaucoup. En fait, vous pouvez continuer. Alors, il nous reste 3 minutes. 3 minutes. Alors, il y a une question, madame ici, et monsieur là-bas. On commence par la dame, s'il vous plaît, parce qu'elle était avant. Puis après, monsieur, s'il vous plaît, très bref, une réponse très brève. Il nous reste 3 minutes. Bonjour à tous. J'ai une question pour madame Bouazizi. D'abord, je vous félicite pour votre... Je suis madame Bouaziz. Bouaziz. Je ne suis pas Bouazizi. Surtout pas ça. Bouaziz. Voilà. Je vous félicite d'abord pour votre expérience honorable. Je vous considère comme une fierté pour les femmes, comme tu es dans ce domaine. Je travaille à la Caisse de dépôt et de développement. Nous entendons une transformation numérique. Pour cela, je vous pose la question. Quels sont, selon vous, les facteurs de réussite d'une transformation digitale? Merci. Merci beaucoup. Monsieur? Alors, Mehdi Mzrani du Rose Blanche Group. Moi, je voudrais profiter de la présence d'un parlementaire d'un pays ami pour lui poser la question, dans un monde où l'innovation va beaucoup plus vite que la législation, comment la législation fait pour s'adapter, pour justement être un peu plus agile et suivre le train de l'innovation? En fait, aussi bien lors de son intervention si riche que hier lors du baromètre, on a parlé de l'utilisation des drones, pour répondre aux besoins de l'agriculture qui se montre comme étant quelque chose qui peut avoir un usage qui est très intéressant. Comment faire justement alors que dans notre pays, par exemple, l'utilisation de drones est très réglementée, etc. Merci. Alors on va commencer, c'est Mahjoub, 30 secondes pour l'ROI, Madame Bouaziz pour notre ami de la Mauritanie, et puis on termine par Monsieur Diaby. En 30 secondes, s'il vous plaît. Oui, nous, rapidement, donc, il y a plusieurs systèmes qui nous ont fait gagner beaucoup d'argent. Je donne juste un exemple où on a digitalisé la partie, nous on reçoit des navires de graines, maïs, soja et tout, et les frais de surestarie donc, du bateau sont très importants. Donc on a digitalisé pour la gestion du transport, pour pouvoir vider ce bateau-là. Donc une petite solution qui nous a fait gagner des centaines de milliers de dollars, disons, par an. Donc, pendant le Covid, on a développé la vente en ligne de nos magasins. Donc on a eu une augmentation de 20% du chiffre d'affaires. Les exemples sont multiples et il y a un retour sur investissement parfois monétaire, il y a d'autres. Hein, donc, c'est pas tout comme monétise, comme a dit donc, le cas de Madame Elhem, c'est pas toujours évident. Parfois, c'est l'expérience utilisateur qui va vous rapporter dans quelques années. Donc, parfois, c'est un alignement par rapport au marché. Donc, on ne calcule pas toujours ce retour sur investissement direct. Il y a parfois un retour indirect qu'on n'observe pas directement sur le digital. Très bien. Madame Bouaziz, 30 secondes, s'il vous plaît. Après, vous pouvez continuer un petit peu les débats, bien sûr. Oui. Donc, comment mesurer donc, est-ce qu'on a réussi à assurer cette transformation, oui ou pas, d'une manière tout à fait honnête et sincère? Aujourd'hui, et c'est ce que j'ai dit à monsieur, il faut du temps pour pouvoir avoir ce retour sur investissement.
Et quel est ce temps-là? Ça va avec le changement des mindsets, le changement des usages des clients. C'est-à-dire lorsque mon client ne vient plus à l'agence pour faire un retrait ou pour demander un relevé ou un extrait ou pour demander un crédit, c'est à partir de ce moment-là, nous sommes en train de suivre ces indicateurs. Par exemple, on est en train de mesurer le déport de l'activité du guichet vers les canaux à distance. Donc, on n'est pas maintenant à un stade, et il ne faut pas c'est-à-dire, moi, j'ai beaucoup négocié avec la gouvernance de la banque et du groupe Société Générale. Maintenant, on ne me parle pas de retour sur investissement. Maintenant, il y a un passage obligatoire qu'il ne faut pas discuter. Il faut dépenser sur la transformation digitale et pour pouvoir aider et le collaborateur et le client à changer de comportement. Donc c'est à partir d'un certain moment, aujourd'hui on est à 70% de déport. Donc je pense qu'on est arrivé à un stade qui n'est pas mal, mais on n'a pas encore atteint notre objectif. Le jour où nos agences, il y a des banques qui sont en train de fermer des agences aujourd'hui. Il y a des banques telles que BNP Paribas est en train de fermer des agences. Ouais. Donc c'est à ce moment-là qu'on commence à se dire, ça y est, le client a changé de comportement, ça y est, on a atteint notre objectif et maintenant il faudrait redéployer nos ressources. Et on a commencé d'ores et déjà à former nos ressources sur le conseil, sur de nouvelles spécialités pour les aider à évoluer, et deux, à apprendre de nouveaux métiers. Très bien. Merci beaucoup, Madame Bouaziz. Vous pouvez continuer après, bien évidemment. Monsieur Diaby, en 20 secondes. Une seule phrase. Evelyne, reprenez le micro, s'il vous plaît. De manière très brève. Donc, vous avez parlé d'un exemple de restriction. Je pense que ces exemples existent dans tous les pays du monde. Je viens de l'Allemagne, comme vous savez. Donc là aussi, il y a des restrictions. Surtout, il faut toujours un consensus sur le plan au niveau de la population. Il faut que les citoyens soient sensibles à certains thèmes et quand ils élèvent la voix et que les parlementaires enrichissent ça, donc ça peut changer. Je donne l'exemple des drones. Par exemple, en Allemagne aussi, moi j'ai vu la toute première fois dans ma vie un drone dans la nature, c'était en Égypte. En 2018. En Allemagne, je n'ai jamais vu les drones. Donc ça veut dire qu'il y a des pays qui ne sont pas... en fait, il n'y a pas le consensus politique pour appliquer certaines choses. C'est seulement un exemple. Le deuxième exemple, en Allemagne, nous avons un système de santé qui est très efficace, très bien financé, mais jusqu'à présent, bon, on a décidé qu'on va le faire. On appelle ce qu'on appelle une carte électronique de la santé. Bon, ça dit que ma carte de santé que j'ai en main quand je vais chez le médecin, donc il y a la possibilité de lire tous les aspects pour pouvoir m'aider. Bon, ça, c'est pas possible jusqu'à présent. Bon, on a voté une loi, on va le faire, mais ça, il y a des barrières qui sont là. Il y a, sur le plan politique, il faut qu'il y ait un consensus pour avancer dans certains domaines. Dans tous les pays, on a leurs instruments à faire ça. Et donc, je pense que l'exemple est valable pour l'Allemagne aussi. Très bien. Merci beaucoup à vous, à tous. Le Forum DSI, il est fait pour le networking. Donc, vous pouvez continuer après les débats. Merci Madame Bouaziz, merci Monsieur Diaby, Monsieur Langer, merci beaucoup, et Monsieur Salhi, merci beaucoup. Evelyne, the floor is yours. Merci beaucoup, on s'excuse pour ce retard.